Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode un invité ultra sympathique, Charles Massey. Adepte d'ultra trail, passionné de défis et créateur de contenu particulièrement drôle et percutant sur les réseaux sociaux, Charles nous embarque aujourd'hui dans son univers singulier. Nous allons aujourd'hui parler d'une aventure marquante qu'il a vécue avec son frère Pierre, leur participation en 2021 et 2022 à la Swiss Peaks, un ultra trail redoutable de 360 km à travers les spectaculaires sommets du Valais en Suisse. Ce qui rend leur histoire encore plus atypique, c'est qu'au moment de s'inscrire, Charles n'avait jamais couru plus de 30 km. Dans cet épisode, il revient sur ce qui l'a poussé à se lancer dans un défi aussi gigantesque avec son frère, les hauts et les bas de cette expérience hors norme et comment cette aventure a profondément marqué sa vie, bien au-delà de la course à pied. Un épisode inspirant, riche en émotions et qui vous promet aussi quelques éclats de rire grâce à l'humour et la spontanéité de Charles, que je remercie ici pour ce moment génial passé en sa compagnie. Mais je ne vous en dis pas plus. Charles va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Course Épique. Salut Charles. Salut Guillaume, tu vas bien? Bah écoute, ça va bien, c'est à moi de te poser la question là. Bienvenue dans cet épisode de Course Épique. Merci beaucoup de me recevoir surtout. Bah écoute, ça me fait plaisir, je te suis depuis un petit moment et puis on a eu l'occasion de se rencontrer en montant et descendant comme des hamsters pendant l'UTMM il y a un mois, jour pour jour. Figure-toi, on est 13 janvier. Jour. Et ouais, départ bon mois d'anniversaire, cher ami, cher camarade UTMM. Départ dans 7 heures. Exactement. Charles, c'est la période des souhaits de bonne année, ça t'a pas échappé, donc j'hésite entre 3 vœux un peu ringards voilà. Donc je voudrais savoir lesquels tu voudrais que je te souhaite. Je commence. Le premier, c'est bonne année 2025, que tu trouves ton chemin, même dans les moments où le parcours semble mal balisé. Ça, c'est la première. Première soit assez poétique. La deuxième, bonne année 2025, que cette année soit aussi pétillante qu'une bouteille de Duvel bien secouée. Grand crime de secouer une Duvel avant de l'ouvrir, mais j'accepte le vœu. Ou le troisième au choix, bonne année 2025, je te souhaite une année où les seules tâches compliquées soient celles sur tes chaussures après une sortie trail. J'aime bien aussi, on peut prendre les 3 ou on doit choisir? On peut prendre les 3, non, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Tu le mérites et tu le vaux bien. Charles, on enregistre cet épisode aujourd'hui le lundi 13 janvier et figure-toi que le 13 janvier 1937, je suis certain que tu le savais, c'était la date du premier tirage officiel de la loterie nationale moderne en France. Alors, je ne sais pas à quel point tu es calé en maths, mais on va parler de probabilité pour démarrer cet épisode. Je vais demander de te classer ces 5 événements par ordre de probabilité, donc du plus probable au moins probable. T'es prêt? Okay. Je suis prêt. Donc, je vais te les lire et puis après, je te ferai un petit récap pour que tu les aies bien en tête. La première probabilité, c'est être frappé par la foudre au cours de sa vie. Okay. La deuxième, c'est remporter le jackpot au loto belge. Ok. La troisième, c'est la même chose, mais au loto français. Quatrième proposition, donner naissance à des quadruplés naturels. Et la dernière, c'est être attaqué par un requin lors d'une baignade en mer. Donc, je te redis, il faudra que tu me dises donc, du plus probable au moins probable. Donc, quadruplé naturel, le requin, la foudre, le loto belge, le loto français. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Requin, je t'ai dit. Requin, foudre, loto français, loto belge et les quadruplés. Et donc, on commence par le plus probable? Ouais. Mais ça dépend. Le plus probable, j'aurais tendance à dire que c'est le requin, à part si c'est dans la mer du Nord en Belgique. Alors là, on va passer du plus probable au moins probable. Mais sinon, je dirais, dans sa vie, à mon avis, c'est le requin. Et puis, je mettrais bien les quadruplés. Loterie belge. Foudre et loto. Ouais, loterie belge, j'en ai un peu moins, donc plus de probabilité de gagner. Puis loterie française, et puis frappé par la foudre. Je pense que frappé par la foudre... c'est plus facile de devenir riche que d'être frappé par la foudre. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais la science va te démentir. Alors, c'est vrai que ça paraîtra pas beaucoup, mais tu vas voir. Donc, en gros, t'es quand même pas mal. Le plus courant, c'est donner naissance à des quadruplés naturels. Une chance sur 700 000. Voilà, je sais que tu n'es pas encore papa, mais voilà, sache qu'il y a une chance sur 700 000 que ça se produise. Voilà. Le second, c'est être frappé par la foudre. Figure-toi, une chance sur 3 millions. Ah, quand même, donc une grosse probabilité. Fais quand même gaffe, la prochaine fois que tu sors, fais quand même attention, on est bien à l'abri. Le troisième chance, c'est un requin lors d'une baignade en mer. C'est une chance sur 3,7 millions.
Okay. Ouais, t'as à peu près la même chance que la foudre. Mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est que t'as qu'une chance sur 264 millions d'en mourir si tu te fais attaquer par un requin. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt tranquille. Déjà, si t'as une chance sur 3 millions de te faire choper, après, t'as qu'une chance sur à peu près 70 de mourir. Donc, c'est plutôt bien. Et ensuite, c'est le loto belge, une chance sur 8 millions. Et enfin, le loto français, une chance sur 19 millions. Ah oui, donc très peu de chance. C'est très, très tranquille avant de gagner le loto. Je pense que t'es plutôt tranquille. Bravo Charles, tu t'en es bien sorti. C'était pas très simple. Petit échauffement, c'est une mise en jambe, c'est l'échauffement. Exactement, pas forcément très simple. Charles, on va commencer notre épisode par sa traditionnelle question d'ouverture. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Mais à ce stade, je t'impose de ne pas me parler de sport. Qu'est-ce que nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore doivent savoir de toi? Et c'est là où j'aurais dû réécouter tes podcasts juste avant, comme ça je pouvais me préparer à certaines questions. Sans parler de sport, je m'appelle Charles. Point. Enchanté. Non, je m'appelle Charles, je suis belge, j'habite à Bruxelles et je travaille dans la vidéo, dans l'audiovisuel. Et voilà, je suis pas encore marié, pas encore d'enfant, mais j'ai une copine avec qui je fais rien du coup. Si je peux pas parler de sport, les autres journées bien ennuyeuses. T'as fait des études de médecine, j'ai vu ça. Ouais, j'ai un parcours académique un petit peu rock'n'roll. J'ai commencé par des études de médecine pendant 4 ans. Et puis j'ai arrêté. J'ai fait des études de business que j'ai arrêté aussi pour finalement me lancer dans ce qui était ma passion d'enfance, la vidéo. Mais il m'a fallu 7 ans d'études et quelques sessions d'examen ratées pour me rendre compte qu'au final, il fallait suivre ses passions dans la vie. Donc ouais, chemin pas facile pour revenir à l'évidence au final qui était la vidéo et l'audiovisuel. Un petit sujet de balisage, mais finalement, tu as trouvé ton chemin. Exactement. En m'étant bien perdu et en ayant bien cherché mon chemin. Mais quand on cherche, on finit toujours par trouver. Je crois pas que tu l'aies dit, Charles. Ton âge, c'est quoi? J'ai 28 ans. Je suis né j'allais dire 96, mais 96. Ouais, tu dois dire 96, attends. 96, on te prend comme tu es. Ouais. Moi, je suis de 76, tu vois. Ah, 20 ans. 20 ans d'écart. Tu pourrais presque être mon papa. T'as vu le petit coup de pelle? Ouais, je pourrais, ouais. Charles, je voudrais que tu nous parles cette fois de ton rapport au sport dans tes plus jeunes années. Ça y est, on ouvre les vannes. Est-ce qu'il était très présent? Tu ne nous l'as pas dit là, mais tu as des frères et sœurs. À quel point vous avez tous ensemble eu un intérêt pour le sport? Et puis, tu vois, comment tu as commencé à mettre les pieds et les mains dedans? Oui, donc notre rapport au sport, il a commencé assez jeune dans un sport qui est encore assez méconnu en France, mais qui commence à faire son trou, qui est le hockey sur gazon. Et donc, on a tous commencé à jouer au hockey dès notre plus jeune âge. Et donc, c'est vraiment ça, mon premier rapport au sport. Et toute la famille passait dans le club qui était au bout de la rue. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour la discipline? De suivre mes grands frères, en fait, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Quand je suis le 4e sur 6. Et donc, fatalement, quand on est le 4e, un peu la place ingrate au milieu, on suit juste ce que font les grands frères. Et dans mon cas, ça m'a plutôt bien réussi parce que tout ce que j'ai fait en suivant mes grands frères, au final, je me suis très fort épanoui dedans. Le hockey en fait partie, donc non, très reconnaissant d'avoir suivi mes grands frères sur ce coup-là. Ton humilité t'a fait ne pas dire la chose, mais tu as été joueur de hockey pro? Ouais, d'abord, mon début de carrière au hockey était très laborieux. J'étais je jouais dans le jeu. Et ça n'allait pas du tout. Même mes parents, a posteriori, m'ont avoué que c'était une catastrophe. Et puis, il y a un jour où j'ai décidé de me tourner vers le gardien, la place de gardien. Et là, j'ai vraiment adoré. Ça a été une révélation. Et donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de jouer en équipe nationale jeune jusqu'aux portes de l'équipe A, donc les Red Lions, comme ils s'appellent en Belgique. Et puis, à ce moment-là, j'ai arrêté le hockey. Pour d'autres raisons, mais donc oui, non, toute mon enfance et surtout mon adolescence a été balisée par cette aventure en équipe nationale. Et ça a été vraiment un premier contact avec le sport de haut niveau, l'exigence d'une préparation et un peu la discipline autour du sport. Et puis c'est aussi là que je me suis fait mes meilleurs amis, donc non, c'était une grande aventure. Et qui m'a appris aussi assez jeune le sens du sacrifice en vue d'un objectif, étant donné qu'il y a beaucoup de vacances qui y sont passées. Et là où mes frères et mes sœurs ont eu la chance de faire des beaux voyages, moi, c'était le centre d'entraînement que je connaissais par cœur.
Et est-ce que tu as l'impression d'avoir sacrifié justement pour atteindre ce niveau-là, où tu étais tellement passionné parce que tu vivais, tu avais des ambitions sportives et puis il y avait un élan collectif qui te portait, et donc pour toi ça n'était que de l'accomplissement? Tu as le sentiment d'avoir aussi une certaine forme peut-être de souffrance, ou en tout cas de faire des concessions? Non, franchement, ça a été vraiment du plaisir tout du long. C'est là où je me suis fait mes meilleurs amis, et puis c'est des grandes aventures humaines au final, et c'est vraiment, j'ai eu la chance de voyager aussi avec le hockey. On a fait des Coupes d'Europe, on a fait une Coupe du Monde en Inde. Et donc, ça, j'ai adoré cet aspect-là d'aventure humaine, et c'était vraiment assez exceptionnel. Puis ça m'a appris aussi l'humilité, parce qu'en équipe nationale, pendant longtemps, j'étais dans l'ombre d'un premier gardien en étant deuxième gardien. Mais c'est un rôle dans lequel je me suis fort épanoui, parce que sur la banquette, on est confortablement assis et on a une vue de choix pour regarder le match. Non, mais ça m'a quand même appris, justement cette position de outsider, et du coup de toujours aller chercher, parce qu'il y a quelqu'un de plus fort à aller chercher. Et de toute façon, dans la vie, il y a toujours quelqu'un de plus fort que soi. Donc c'était un peu une attitude que j'ai bien aimée. C'était à la fois avoir cette niaque pour essayer d'aller chercher et dépasser de quelqu'un de plus fort que soi, et à la fois aussi l'humilité d'un moment se dire, au moment du tournoi, en fait, pendant les périodes de préparation, j'avais cette niaque de me dire, je vais essayer d'être plus fort. Et puis pendant les moments de tournoi où c'était acté que j'étais deuxième gardien, c'était justement de se dire, maintenant je joue mon rôle de deuxième gardien, je me mets au service du groupe. Et donc j'étais Monsieur Bonambi dans les vestiaires, et voilà, c'était le rôle que j'avais à jouer. Et puis quand je devais monter sur le terrain, je me donnais de mon mieux. Un super sub de premier plan. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de mettre ta carrière en retrait? Est-ce que c'est toi qui as choisi? Est-ce que c'est ta décision? Il y a eu un moment en fait où j'ai eu un peu un trop-plein entre mes études de médecine. Je jouais en première division du coup dans le championnat belge, là comme premier gardien. Et puis ma carrière en équipe nationale. Et puis à un moment, il y a eu un peu un trop-plein de tout ça. Et donc j'ai arrêté le hockey, j'ai arrêté la médecine, et j'ai eu un peu une sorte de rupture avec tout, mais qui n'était pas spécialement négative, qui était difficile de passer à travers, mais pas spécialement négative. Donc voilà, j'ai arrêté un peu du jour au lendemain. Ça a surpris pas mal de personnes, mais au final, j'ai pas de grands regrets. Et de manière générale, même quand je fais les choses, j'essaye de pas avoir de regrets, et je fais très fort au feeling, à la sensation. Donc là, je le sentais à ce moment-là, donc certainement que c'était la bonne décision. Est-ce que tu nous racontes là de la façon dont tu as envisagé le hockey, et puis peut-être là, d'un point de vue plus éducatif, tu as ta formation, etc. Est-ce que ça décrit un peu un naturel qui est le tien de faire les choses hyper intensément, à fond, de vivre passionnément, et puis parfois il y a une forme de désamour qui peut te faire arrêter, mais en tout cas d'être hyper engagé dans ce que tu entreprends? Non, oui, tout à fait. Je pense que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, et je fonctionne très fort à la passion, presque à la pulsion. Et donc, ce qui fait effectivement que quand je m'investis dans quelque chose, c'est très intense. Et c'est très prenant aussi, ce qui peut être fatigant. Là, je le vois notamment avec mon métier maintenant, que j'adore, la vidéo. C'est que c'est quelque chose qui peut être très prenant, et du coup, il n'y a plus vraiment de la séparation entre la vie privée, le boulot, les projets pro, les projets privés, etc. C'est très difficile de faire la distinction quand on est autant investi et transcendé par ce qu'on fait. Et donc, ça a été le cas avec le hockey. Et ce qui a expliqué, je pense, cette rupture à un moment. Mais voilà, je suis content de ce parcours-là, et qui est un peu rock'n'roll, mais qui est le mien, et donc voilà. Transition toute trouvée, donc tout ça t'a forcément aidé dans ta pratique de la course à pied. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est née, cette envie de pratiquer, ou ton premier réveil à ça? Est-ce que c'est par l'entremise de ton frère Pierre, dont on va beaucoup parler aussi aujourd'hui? Est-ce que c'est indirectement lui qui t'a ouvert les yeux à cette pratique-là? Ouais, c'est la faute à mon frère, c'est ça qu'on va dire. C'est le moment de balancer. Ouais, donc Pierre, c'est mon grand frère, et effectivement, on fait beaucoup de choses ensemble. On est parti à Namur faire nos études ensemble, et donc là, on s'est très fort rapprochés. Et puis un beau jour, il a eu la belle idée de m'envoyer un screenshot sur WhatsApp en me disant, regarde, j'ai trouvé cette course-là sur Instagram, t'es chaud, on s'inscrit. Et ça, c'est le oui qui m'a coûté le plus cher de l'histoire. En tout cas, cher en histoire, cher en effort, parce qu'il me proposait à ce moment-là de s'inscrire à la Suspic 360. Sachant ce qui est une bonne course pour démarrer la course à pied. Enfin, c'est un bon moyen de commencer modestement. En tout cas, ça c'est clair. Si vous voulez découvrir le trail, faites 6 jours dans la montagne, et comme ça, au moins, vous allez vraiment bien approfondir le sujet. On va parler de progressivité aujourd'hui beaucoup. Ouais.
je serais pas le meilleur étendard pour la... C'est bien tout ce que je dirais, faites l'inverse et ça va bien se passer. Non, et donc voilà, c'était notre premier contact vraiment avec la course à pied comme sport en tant que tel, parce qu'évidemment, dans nos prépas de hockey, il y avait beaucoup de course à pied, mais c'était plutôt la partie qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on n'aimait pas, parce que c'était plus amusant d'être sur le terrain. Mais donc ça, c'est vraiment notre premier contact violent avec le monde de la course à pied et du trail surtout. Ça t'emmène tout de suite à travailler sur la prépa du SwissPix ou il y a des étapes un peu intermédiaires? Il y a d'abord s'inscrire, et s'inscrire, c'est la plus belle des étapes dans un trail. C'est en tout cas l'étape la plus facile. C'est que s'inscrire, c'est vraiment le premier pas, et souvent à la fois le plus petit pas en termes d'effort, et à la fois le plus grand pas en termes de prendre son destin entre ses mains et avoir le courage de se lancer sur un défi. Et donc, une fois qu'on s'est inscrit, sur un coup de tête, on s'est dit, OK, maintenant, on va un peu regarder ce qui nous attend. Et là, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience on est dans l'embarras. et donc, c'est là que très vite, on était en février, la course avait lieu fin août. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que le temps pressait et que cette course qui demande, je pense, des années d'expérience, là, on allait devoir tout condenser ça sur 6 mois. Et donc là, on a eu une réelle prise de conscience de la tâche qui nous attendait. Et on s'y est attelé. Je pense que même dans l'excitation de l'inscription, on a été faire dans la foulée un 50 km, alors qu'on n'avait jamais couru plus de 20. Et on a fait ça avec des chaussures non adaptées, avec un vrai sac à dos, pas un sac à dos de trail, un vrai sac à dos. Mais ça marquait le début d'une grande aventure, en tout cas. Au moment de répondre à son message, t'as pas eu une seconde de doute? Là, c'était juste de l'enthousiasme pur? Ouais, comme je le disais, j'ai toujours suivi mes grands frères et ça m'a toujours plu. Et donc non, pas une seule hésitation. Son grand frère, on lui fait confiance. Et donc, quand lui se lance dans quelque chose... Il t'emmènerait pas dans des traquenards, évidemment. Non, c'est ça. Et donc, au kilomètre 176, là... c'est là que je me suis retourné, j'ai dit dans quoi est-ce que tu nous as emmenés. Mais non, sur le SwissPix, on a eu le temps de regretter ce choix et j'ai eu le temps de lui en vouloir, mais non, c'est quand votre grand frère vous propose quelque chose, c'est souvent une mauvaise idée, mais il faut le suivre. On aura l'occasion de revenir plus en détail là sur ta SwissPix, Charles. Il y a beaucoup pour les gens qui te suivent en tout cas, il y a un intérêt assez manifeste pour les formats off aussi, tout ce qui se passe sans dossard. Comment est-ce que tu vois tout ça? Est-ce que tu as besoin des deux dimensions, à la fois la dimension très encadrée, compétitif, ligne d'arrivée, et aussi des projets que tu montes de toutes pièces, qui laissent place aussi à de la créativité, chose que tu aimes bien. Est-ce que c'est indispensable pour toi d'avoir les deux? Est-ce que ton cœur il penche plus vers des off? Non, pas spécialement. Je pense que mon cœur, il penche plus pour des aventures qui me font vibrer et qui me mettent une petite boule au ventre. Je pense que ça, c'est une condition sine qua non pour se lancer dans quelque chose. C'est qu'il faut que ça nous mette une petite boule au ventre. Et c'est ça qui fait que je suis le sportif le moins régulier du monde. Et donc là, on peut voir, si vous voulez aller voir mon Strava depuis le TMM, je pense que j'ai fait 2 sorties. Parce qu'il me faut justement cet objectif qui me fait vibrer, qui me met la boule au ventre et du coup qui me pousse un jeudi soir à 22h par temps de pluie à mettre mes baskets et aller m'entraîner. Et je pense que c'est vraiment ça. Et après, c'est parce qu'on vit ces longues courses et ces courses d'ultra-distance comme une grande aventure. Moi, ce que j'adore, c'est juste mettre mes baskets et puis partir à l'aventure. Et je vis pas vraiment comme une course. Je sais qu'il y a des gens qui vivent la course très fort à travers la performance, en regardant une montre avec des références de temps, etc. Ici, moi, c'est pas du tout ma philosophie et c'est deux approches qui se respectent, mais c'est pas du tout la mienne. Moi, je préfère mettre mes baskets et aller m'amuser, que ce soit avec un dossard ou sans dossard. Et j'ai récemment investi dans une montre, mais avant, je courais sans montre. J'ai fait le SwissPix 360, je l'ai fait juste avec l'heure et c'était très bien comme ça, j'ai adoré. Donc non, c'est plus cette approche un peu on part à l'aventure que j'aime bien, que ce soit en off ou sur des courses officielles. On va avoir l'occasion de revenir brièvement sur l'UTMM un peu plus tard dans l'épisode et puis la SwissPix donc plus largement. Est-ce que tu peux quand même peut-être dire à nos auditeurs, nous parler de 1 ou 2 projets ou défis qui t'ont particulièrement marqué? Tu en as fait un certain nombre. Est-ce qu'il y en a 1 ou 2 qui te sont un peu plus chers que les autres? Et pour illustrer un peu la façon dont tu vis justement ta passion aujourd'hui pour le trail, la course à pied. Il y a tout d'abord le SwissPix, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Donc, le SwissPix 360 qui a un peu marqué le début de cette période où rien n'était trop dur et rien n'était inaccessible et où on s'inscrivait un peu
à tête perdue sur différents formats. Et puis après, on a fait d'autres choses. J'ai un historique pré-UTMM avec un Everesting sur les escaliers à Liège, les escaliers de Buren, célèbres, et on va les proposer d'ailleurs à Casquette Verte pour sa prochaine édition, parce que c'est aussi un site assez exceptionnel. Où là, justement, fin de journée de boulot, mon frère, tout part tout le temps d'un SMS de mon frère qui m'envoie « T'es chaud, on va faire un Everesting à Liège ce soir ». Et donc, on était un vendredi soir, on a pris la voiture, on est parti et on a fait tout le week-end. On a terminé le dimanche matin, donc dans un sale état. J'ai quelques chiffres là-dessus pour nos éditeurs, peut-être 135 allers-retours, 8850 mètres de D+, 50 490 marches et 31h48 d'effort. Voilà. C'est assez impressionnant. C'est assez difficile, répétitif, comme l'UTMM, sauf que là, on était tout seul pendant toute cette période-là. Il n'y avait pas toute l'effervescence qu'il y avait autour de l'UTMM. Puis aussi, on a fait aussi de manière symbolique la traversée de la Belgique, mais par la côte. Donc, on est parti de l'extrémité gauche de la côte en France. On a fait toute la côte belge qui fait 90 km jusqu'à l'extrémité droite qui arrive aux Pays-Bas. Et ça aussi, de nouveau, très fort sur un coup de tête. On a fait 24 heures autour de l'hippodrome, qui est l'endroit où on promène nos chiens depuis notre tendre enfance. Et on s'est dit, combien de tours de l'hippodrome est-ce qu'on peut faire en 24 heures? À chaque fois, l'intitulé des défis est très bête. Mais ces aventures-là sont au final très, très profondes et très intenses. Et donc ça part toujours d'une idée stupide, mais au final, c'est génial. Est-ce que philosophiquement, tu te sens assez proche du type de défi que peut initier Casquette Verte, Alex? Je pense, quand j'en discutais avec lui après l'UTMM, je pense que son événement incarnait les valeurs du trail sans en être un, parce que les puristes diront que ce n'était pas un trail. Et c'était tout le débat autour de tout débat très marrant d'ailleurs, parce que fondamentalement, est-ce que c'est un trail, pas un trail? On s'en fout du moment qu'on a mis nos baskets et qu'on s'est bien amusé. Mais oui, non, moi, c'est ces valeurs-là, c'est ce côté de pas se prendre la tête et que oui, on peut vivre des grandes aventures au pas de sa porte en sortant de chez soi et juste en chaussant ses baskets, quoi. C'est ça un peu la philosophie, et que c'est inatteignable pour personne. Tout le monde peut vivre une grande aventure et l'aventure commence au pas de sa porte. Ça sonne un peu bateau, mais c'est tellement vrai. J'ai pour habitude de questionner mes invités pour comprendre un peu comment ils structurent leur agenda de course sur une année. De ce que je comprends et j'entrevois, toi, l'idée, c'est quand même de laisser de place à beaucoup de spontanéité. Finalement, il n'y a pas tellement de règles et il y a beaucoup de place pour des choix de cœur plutôt que des choix de raison. J'ai voulu me faire un programme pour 2025. On a le 13 janvier, j'ai toujours pas une seule course en tête. Donc on verra bien, et pourtant je sais que je veux en faire. Mais non, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est un peu ce petit coup de panache et ce coup de spontanéité de se lancer dans des aventures. Et après, d'un autre côté, je trouve ça très chouette, comme l'UTMM, que je m'étais vraiment mis comme un objectif. Il y a des moments où c'est aussi chouette le chemin de la prépa et le processus de préparation en vue d'un objectif est aussi très agréable. Du moment que c'est pas trop long. L'UTMM, je me suis préparé plus ou moins pendant 3 mois. C'était ce qui est court pour une prépa, mais ce qui était le maximum pour moi en termes de concentration, on va dire. À l'échelle des amateurs qu'on peut être, toi et moi, qu'est-ce que tu dirais de tes points forts, enfin tu vois, à nouveau à son échelle, mais qu'est-ce que tu penses savoir bien faire, et puis les choses sur lesquelles il y a beaucoup de boulot que tu entreprends ou pas pour progresser, mais voilà, qu'est-ce que tu penses être tes qualités et puis les pistes d'optimisation? Je pense que mon mental et notre mental de manière générale est assez solide dans la difficulté et dans la résilience de continuer. J'ai un peu pour philosophie que courir, c'est mettre un pied devant l'autre, et peu importe son état de fatigue ou son niveau de douleur, on est toujours capable de mettre un pied devant l'autre, dans une certaine mesure bien sûr, mais en tout cas sur des formats trail et en ce qui me concerne. Et puis après, et ça c'est tout con, mais c'est tellement vrai, et je me le répète tout le temps quand je suis en course, c'est que toutes les montagnes ont un sommet, et tant qu'on avance, on arrive à un moment à la ligne d'arrivée. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de s'arrêter, et on finit toujours bien par arriver. Donc ça, c'est un peu la philosophie qui est toute simple, mais qui me berce pendant ces défis, et donc j'arrive vraiment à me l'appliquer. Donc je pense que mon mental est une force. Et à la fois, le revers de la médaille de ça, c'est que du coup, parfois, je mise trop sur mon mental en négligeant un peu le physique. Et donc je souffre. Et donc, je pense que point de vue technique, il y a beaucoup de choses à revoir
je compte beaucoup sur ma bonne volonté et moins sur mon physique pour aller au bout des trails et des défis. Je voudrais qu'on revienne donc sur la course qui nous a réunis mi-décembre à Paris, l'UTMM, l'Ultra Trail de Montmartre. Donc 271 montées et descentes de l'escalier qui longe le funiculaire, l'escalier le plus passant d'Europe. Voilà, ça c'était pour ceux qui sont allés au bout de l'exercice. Est-ce que tu peux nous parler de ta prépa? Tu dis qu'elle a duré 3 mois. Comment tu l'avais abordée? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un objectif vraiment à long terme, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose dans lequel, j'avais envie de refaire une prépa en vue d'un objectif, et donc là c'était la bonne occasion. Et puis surtout que j'ai un peu ce rapport aux réseaux sociaux, que je les aime autant que je les déteste, mais les réseaux sociaux ont un effet sur moi, c'est que ça met quand même une petite pression, et peut-être que tu as la même chose toi Guillaume, mais quand on ouvre sa bouche, quand on parle sur les réseaux sociaux, on s'affiche, et donc d'une certaine manière, on s'engage aussi auprès des gens. Et donc, ça met une petite pression. Et je me suis dit, si je vais à l'UTMM, c'est pas pour que ça dure 5 minutes. Et je sais pas à quel point toi aussi ça joue, et ça a joué à l'UTMM. Mais j'avais envie de rester longtemps dans ces escaliers, de profiter de l'ambiance, et puis de pas décevoir d'une certaine manière, même s'il faut faire les défis pour soi. On va pas se mentir, il y a toujours une partie réseaux sociaux et communauté, etc., qui joue, et on a envie que ça dure le plus longtemps possible. Et donc j'ai un de mes potes qui m'a un peu suivi et qui a l'habitude de suivre des triathlètes et des cyclistes. Et là, il devait suivre un trailer non régulier qui allait faire une course d'escalier. Donc pour lui, c'était aussi excitant comme défi à aborder. Et donc non, ça m'amusait de mettre un peu de science et de préparation réfléchie dans un événement qui est complètement débile. Et pour répondre à ce que tu disais précédemment, c'est sûr que moi, il y avait aussi, je pense, le fait d'être 20 heureux élus. Il y avait une forme de responsabilité aussi, d'honorer autant que possible. Moi, c'est placé dans une période de mon année où j'étais plutôt en période de repos. Donc voilà, j'y suis avec les armes du moment, mais voilà, j'essayais de faire le mieux que je pouvais en tout cas. Et c'est vrai que ça a duré. On met une petite couche. Ouais, bien sûr. Ouais, ça a duré. Je suis content de la façon dont ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus surpris? T'es habitué à ce genre de défi un peu déconnant. Qu'est-ce qui t'a malgré tout surpris sur cette UTMM? Et puis, qu'est-ce que t'en as aimé le plus finalement de cette expérience? Je pense que ce qui était indescriptible, c'était l'ambiance. Et c'était ça tout le génie de cet événement et de Casquette Verte, c'est d'avoir pris des 20 inconnus et de les avoir transformés en stars du trail le temps de 24 heures. Et cette haie d'honneur, au début, c'était phénoménal, et ça a fait que tout le monde a commencé en sur-régime à 110%, qui était la pire manière de commencer cette course. Mais c'était génial. Et on se demandait, est-ce qu'on est bien légitime d'être là à ce moment-là? Mais non, et puis ça crée une connexion spéciale aussi avec le public, parce que, évidemment, des stars du trail, ils ont l'habitude de se faire encourager, de se faire crier dans les oreilles le long des sentiers, mais nous pas. Et donc là, moi, j'avais envie de dire merci à chaque personne, à chaque passage, mais donc ça fait beaucoup de merci. Et au début, il y avait beaucoup de merci, puis après la fatigue a fait qu'il y a eu moins de merci, mais non, c'était vraiment... ta petite pancarte que tu levais à chaque fois, merci. Ouais, c'est ça, merci sur le front, un grand merci. Mais je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça aussi, mais je pense cette connexion avec le public, et il y a des événements comme ça où il y a une petite étincelle indescriptible qui crée cette magie du moment, et je pense que là, l'UTMM en a peut-être un parfait exemple. Et je pense que la chance qu'on a eue, c'est que c'était en continu en fait. Là où peut-être tu peux parfois avoir sur des courses des encouragements hyper soutenus et qui te portent, mais peut-être de façon plus saupoudrée sur la course, à des ravitaux, des passages particuliers. Là, c'est sûr que on continue sur les marches, chacune des ascensions, on a pu être exposé à ce public-là, donc c'est sûr que ça nous porte, et sans eux, je pense qu'on ne fait pas la moitié, à mon avis. De 4 à 7 heures du matin, j'aurais bien aimé qu'elle mette tranquille, parce qu'il y avait encore des supporters dans cette tranche horaire-là, mais ce n'était pas les plus sobres et les plus... Donc là, à ce moment-là, j'aurais bien voulu deux petites heures de silence, mais là, en vrai, c'était génial et c'était exceptionnel. Il y a des gars... Moi, j'ai quelques sauveurs comme ça sur le parcours qui sont arrivés avec un café, un croissant, un mot, un moment avec qui on a partagé quelques allers-retours, et c'est ça aussi que j'adore dans le trail. C'est parfois sur les ultras, tu partages quelques kilomètres avec quelqu'un qui vient pas de ta région, qui a pas du tout ton âge, mais avec qui tu partages quelque chose et que tu vis quelque chose à ce moment-là. Et il y a eu la même chose sur l'UTMM. Donc ça, c'était des souvenirs gravés à vie et des rencontres qui seront gravées à vie. J'ai rencontré plusieurs personnes là-bas, et c'est la première fois que je ressentais ça, qui affichaient leur goût pour le supporterisme, en fait, tu vois, de façon complètement
détaché, d'avoir un espèce de niveau d'empathie et de soutien très élevé, venir juste pour le plaisir d'essayer de porter les gens qui sont dans l'effort, de façon complètement désintéressée ou sans esprit de clocher pour défendre ses couleurs ou autre, mais vraiment finalement cette âme de supporter, j'ai trouvé ça hyper touchant et très pur, et c'est vrai que ça donne évidemment la niaque pour faire un petit peu plus que ce qu'on pense être capable de faire. Ouais, je pense justement à fin de nuit, moi j'ai cette image d'un gars qui s'appelait Romain et qui attendait, j'ai eu une vue, j'en ai fait une vidéo, je monte les escaliers et j'étais vraiment au bout de ma vie en fin de nuit, et il y avait Romain qui avait préparé tout un petit setup de thé avec du bouillon, de l'eau chaude, du thé, et qui avait sur un petit baffle mis la musique de l'UTMB. Et j'ai une image de lui, en plus il est dans un axe où il y avait Montmartre derrière lui, etc. Donc j'avais l'impression que c'était une hallucination, mais non, il était bien réel, et je vois très bien. Ça m'a bien relancé. Je pense à lui notamment. Ça m'a bien relancé dans la journée. Charles, j'ai une ultime question sur le sport avant qu'on avance d'un cran dans notre interview. Un autre sport dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est quand même très central pour les gens qui te suivent, c'est le vélo. Est-ce que c'est pour toi aujourd'hui une activité de cœur, vraiment, qui est la première que tu mettrais dans tes pratiques, ou est-ce qu'elle est complémentaire, elle s'intègre dans un tout? Je pense que je reste enfin, comme je le décris, je suis un trailer du samedi, un cycliste du dimanche, mais et dans les deux cas, à un niveau moyen et dans le ventre mou des performances, mais non, je pense que je reste un trailer dans l'âme, et c'est un peu ce goût de l'aventure. Il y a vraiment quelque chose que j'adore dans le côté, je pars à l'aventure avec mes pieds et rien d'autre. Cette approche-là, je l'aime beaucoup, mais que je retrouve un peu dans le vélo, et j'ai été initié au vélo par un de mes amis, avec qui on a partagé une aventure humaine assez extraordinaire sur les 2 dernières années, qui m'a initié au vélo, qui s'appelle Gilles Van Der Speck. Et on l'a suivi de base dans le cadre d'un documentaire, et puis par la force des choses, c'est devenu un ami. Il avait un cancer, et le vélo était pour lui un moyen de lutter contre sa maladie, et de montrer qu'on peut faire face à l'adversité grâce au sport, et que le sport est un super vecteur de courage, de force et de résilience. Et donc c'est lui qui m'a initié au vélo, et donc maintenant je ne peux plus quitter la selle. Et voilà. Donc non, il y a des valeurs que j'aime bien aussi dans le vélo. C'est vraiment le goût de l'aventure, au-delà du choix d'un sport ou d'un. Charles, je reviens juste à la dimension un peu plus professionnelle de ton parcours. Tu nous l'as dit tout à l'heure un peu en pointillé, tu as eu le goût pour l'image et la vidéo qui est né très jeune. Tu as pris des chemins qui ont été un peu différents. Est-ce que tu as malgré tout toujours imaginé que ça puisse être un pilier essentiel de ta vie, ou est-ce que quand tu as été embarqué dans des choix d'études qui ont été un peu différents, tu étais un peu résigné, ou tu n'envisageais pas que ce soit possible de pouvoir en vivre, ou que ce soit ton quotidien? Non, ça a toujours été présent dans ma vie. Et puis effectivement, quand je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire de sa vie, et j'étais attiré par la médecine, ce n'était pas du tout un choix forcé ou quoi, c'est quelque chose qui m'attirait. Mais en parallèle, je continuais vraiment à faire de la vidéo, et donc avec mon frère, on est parti dans une autre ville qui s'appelle Namur, où on a fait tous les deux nos études. Moi, la médecine, lui, la gestion hôtelière. Et là, on a lancé une page qui s'appelait Les Deux Oeuvres à Namur, et donc qui était une page de vidéo humoristique sur la vie estudiantine, sur la médecine à Namur. Et ça canalisait en tout cas ma passion, et donc j'arrivais à trouver plus ou moins un équilibre entre mes études et ma passion pour la vidéo. Et puis après, l'équilibre s'est déséquilibré, et à la fin, j'avais l'impression que je faisais mes études uniquement pour avoir des sujets desquels parler dans mes vidéos. Mais donc non, la vidéo a toujours pris le dessus. J'ai toujours exprimé cette passion à travers différents projets de nature différente, mais ça a toujours été présent, et je l'imaginais pas comme un moyen de vivre, d'en vivre. Mais et le chemin a été long. Il a fallu 7 ans pour me rendre compte que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Pourtant, c'était évident. Mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que tu as réalisé cette bascule jeune, finalement. T'as pas de regret, en tout cas. Non, en fait, je suis content de m'être posé ces questions-là, qui étaient quand même vraiment pas faciles, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Au final, je pense que c'est la question la plus difficile pour les jeunes. Et je me la suis posée assez jeune, ou en tout cas, ça a été une réflexion assez rapide. Et donc, je me remercie d'avoir eu cette réflexion-là à 23 ans, même si ça a été difficile, et ça a été des choix qui n'étaient pas faciles, et qui étaient même pour mes parents, de se dire, il se lance en vidéo et il arrête ses études. Il vaut mieux avoir cette réflexion-là à 23 qu'à 50. Donc non, je suis reconnaissant aussi, parce que voilà, c'est le hasard de la vie un peu qui a fait que j'ai eu cette réflexion-là à ce moment-là. Mais me voilà, heureux et épanoui. Enfin, en tout cas, c'est un combat de tous les jours, c'est un travail de tous les jours, mais là, c'est chouette.
Charles, on peut te croiser sur les réseaux sociaux avec une patte qui est très reconnaissable, un phrasé acéré, de la vanne de compète, des punchlines définitives et un montage rythmé très cut. Comment est-ce que tu caractériserais ton style? C'est quoi ce que tu as envie d'apporter dans la vie des gens? Voilà, comment est-ce qu'on peut se dire que ça ne peut être que Charles qui fait ça? Quelle est ma mission ultime? Ça, c'est la phrase. T'as raison d'être pour les... Ouais, je pense ma volonté la plus sincère et la plus profonde, c'est de... Ben, en fait, j'aime bien casser les tabous et décomplexer les gens, je trouve. C'est ça, je trouve, si je devais avoir une noble mission, ce serait celle-là. Et le sport est justement on s'enorgueillit vite dans le sport, je trouve. En parlant de performance et tout, alors qu'au final, le sport, c'est juste... moi, je trouve que ça doit rester un plaisir et la motivation doit rester ça doit rester de s'amuser. Et donc, c'est ce que j'essaye de montrer. J'essaye de casser les codes, ou en tout cas de montrer parfois l'absurdité de certains codes, ou d'en rigoler, d'en jouer. Même parfois, moi aussi, parfois, je deviens un cliché, où il y a certains codes qu'on suit fatalement. Mais ouais, non, j'essaye de montrer qu'il faut pas trop se prendre au sérieux et que le sport, ça reste pour s'amuser, ça reste pour bouger. Et c'est ça aussi j'espère par là pousser les gens à se mettre au sport. Et c'est pas parce que moi je le vis en faisant des défis d'ultra-distance ou des choses qui peuvent paraître compliquées, mais j'espère que ça parle à tout le monde. Et c'est vraiment mon objectif, c'est que le message ce soit pas il faut faire des ultra-trails et des ultra-marathons, mais que le message ce soit vraiment il faut faire des défis qui nous mettent cette petite boule au ventre. Et si pour certaines personnes, c'est sortir et faire 5 km, ben j'espère qu'en regardant mon contenu, de un, ils se marrent, ce qui est l'objectif premier, et de deux, après, ils aient envie de mettre leur basket ou monter sur leur selle pour partir à l'aventure. Je pense qu'on se rejoint pas mal sur la vision. Et c'est effectivement aussi le but de Course Épique, de donner la parole à des amateurs pour illustrer que tout est possible et qu'on peut se dépasser à son échelle chacun. On en a fini de cette introduction, mon cher Charles. Je te propose de passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi hautement philosophiques. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je me mets en mode philosophique. La punchline. Ouais, Charles, si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée, qu'est-ce que tu choisirais? Et puis surtout, de quoi tu as envie de parler avec elle? Je pense... on peut aller dans le cliché, on peut aller dans le... Non, je crois que c'est très bête, mais je pense que c'est juste ma famille, parce que c'est très important pour moi. On a grandi à 6 enfants, et on a réussi à garder une bonne entente entre nous. On s'entend super bien, on fait plein de choses ensemble et tout. Et donc, il n'y a rien que j'estime plus que cette chance d'être unis et de bien s'entendre et de pouvoir passer des moments ensemble. Et donc, c'est vraiment ce qui remplit ma jauge d'énergie, c'est de passer des moments ensemble. Et on a fêté l'anniversaire de Paulette, ma grand-mère, ce week-end. Et de nouveau, c'est des moments qui remplissent d'énergie et qui donnent envie après de renverser le monde dès le lendemain. Donc voilà. Et puis après, si je peux faire si j'ai un petit désiderata, ce serait que Kylian Jornet. Une 7e personne, ouais. Ouais, Kylian Jornet vienne pour le digestif en fin de repas nous expliquer comment il fait. Ça, c'est une petite demande, mais sinon, non. C'est un peu bateau, mais je pense que les personnes qui a parlé, on l'a entendu. Voilà. Bah, bon anniversaire, Paulette, en tout cas, s'il a encore temps. Il a encore temps. On l'embrasse fort, Paulette. On l'embrasse, Paulette. qui s'inquiète beaucoup quand on part en montagne, etc. Elle est effrayée, mais voilà, c'est ça aussi. C'est les gens qui tiennent à nous. C'est les gens les plus chers qu'il faut garder près de soi. Les gens qui s'inquiètent pour vous, c'est les personnes à garder au plus près de vous. Clairement. Charles, si tu pouvais revivre un jour de ta vie, lequel choisirais-tu? Je crois que je vais de nouveau contourner avec ta question, si c'est autorisé. Mais il n'y a pas de jour spécifique que j'ai envie de revivre. Je suis pas un grand nostalgique. Et pour moi, je pense que le meilleur souvenir, c'est celui qui n'est pas encore passé. La plus belle aventure, c'est la suivante. Voilà, comme ça, tu as des grandes phrases philosophiques. On est dans la partie philosophique, donc... On a déjà notre Instagram tout fait là. Ouais, je te fais des... et après, je peux te lâcher des punchlines plus piquantes. L'ultra trail, c'est de la randonnée, etc. Comme ça, t'as tous tes petits reels qui sont préparés. Je me fais mon stock de l'année. Ouais, c'est nickel. Il m'en faut une dizaine si tu veux bien. Mais non, voilà. Non, moi, j'essaye. En tout cas, c'est une philosophie que j'essaye de m'appliquer, c'est de me dire, ce que j'ai vécu à un certain moment, c'était exceptionnel. Mais dès le lendemain, je me dis, il y a mieux qui arrive. J'ai envie de mieux. C'était trop bien, mais j'ai foi et confiance en l'avenir et de me dire il y a toujours mieux qui arrive. Et puis c'est une certaine manière aussi de pas se reposer sur ce qui est passé et sur ce qu'on a accompli,
Je me vois mal, en fait. Ma frayeur, c'est de me reposer à 50 ans et de me vanter de ce que j'ai fait avant, mais pas de vouloir plus pour après. Donc ça, c'est un peu la philosophie dans laquelle j'essaye de vivre ma vie. Et puis après, pour ma copine, je vais dire que le jour que j'ai envie de revivre, c'était notre rencontre. Comme ça, elle est contente aussi. Je peux en faire un petit réel juste pour toi et pour garantir la pérennité de votre couple. Et alors, attends, je fais une petite question, un petit additif, mais est-ce qu'il y a une journée que tu voudrais pas revivre? Ouais, on va prendre une journée du milieu du Suspix, là, en plein milieu, on va dire le jour 3 du Suspix. Si on peut skipper et passer au jour 4 pour se rapprocher de la ligne d'arrivée, ça m'arrange. Ok, on en reparle tout à l'heure. Dernière question, Charles. Quelle contribution de la Belgique au monde te rend le plus fier? Je m'attends à de la vanne, je t'avoue. Ok, là c'est le moment d'être bon, de faire honneur au peuple. Je pense François Lambrouille, François Damien, c'est une belle contribution au monde. Non, j'ai vu sur Instagram récemment une petite news où c'était 2 Belges qui étaient bloqués dans un banc de sable et qui ont dû être élitreillés en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, j'ai vu les images. Et puis j'ai vu un commentaire qui m'a fait hurler de rire, mais qui disait qu'en fait le peuple belge était une parodie de l'être humain et qui avait été créé de manière parodique pour parodier les humains, pour nous rappeler de pas trop se prendre au sérieux et d'être décomplexé. Donc voilà, si ça peut être ça l'apport des Belges au monde, de se dire on peut accomplir de grandes choses, atteindre un tel statut. On reste que des humains et il faut pas se prendre la tête avec ça. Et si la Belgique peut vous le rappeler de temps en temps par ce genre d'anecdote, c'est un grand plaisir de le faire. Pour nous élitreiller des bancs de sable, il y a la Belgique qui est là. Ils avaient l'air très détentes, par ailleurs. Moi, j'ai vu la vidéo, là, ils avaient l'air assez zen alors qu'ils en ont quand même assez haut. Hein. Ah ouais, non, c'est ça, c'est toute la beauté, mais c'est exceptionnel. J'étais plus angoissé que je pense. Parfois, c'est presque un peu déprimant pour nous. C'est quand on voit ce genre de news et on se dit, et voilà, c'est encore des Belges, c'est encore nous, c'est encore pour notre pomme. Franchement, vous vous moquez pas mal de nous, mais on vous donne quand même, on vous alimente quand même de beaucoup de raisons de vous moquer. On a pas mal de champions en France, t'inquiète. On a tout à faire aussi. Charles, on va parler de ta course épique, donc qui est la Swisspix. Je vais en planter brièvement le décor, si tu veux bien. Donc, c'est une course qui a vu le jour en 2017 et qui a rassemblé lors de son édition inaugurale 1250 coureurs qui étaient issus de 41 pays, alignés à l'époque sur le format unique de la course qui était le 170. C'est seulement à l'occasion de l'édition suivante qu'est apparu un format de course permettant la traversée complète du Valais à pied par les différents cols. Donc jusqu'en 2024, la Swisspix, elle a compté 6 formats, le format 360, le format 360 tandem, dont on va parler aujourd'hui, le 170, donc initiatique, le 95, le 39, donc le format marathon, et puis un format semi qui fait 21 km. Le Swisspix Trail a osé, il a repoussé les limites de l'endurance en introduisant un nouveau format de 700 km, dont la première édition est prévue le 25 août 2025. J'imagine que ça a dû résonner dans tes oreilles, qu'il y a peut-être un message, un petit SMS de ton frère qui est tombé assez rapidement une fois l'annonce de cette course faite. Ouais, je m'inquiète. J'ai mis, au moment où c'est sorti, j'ai mis ma conversation WhatsApp en sourdine avec lui pour pas être tenté trop vite. Correspondant. Donc le coup d'envoi de l'édition 2021, 360, donc le format duo à laquelle tu as participé avec ton frère, a été donné le dimanche 29 août à midi. C'était donc dans le Valais en Suisse, je l'ai dit, des glaciers au Léman. Le mythe de la Swisspix se construit kilomètre après kilomètre au milieu des 4000 des Alpes sur un tracé dont la réputation n'est plus à faire. Cette ultra trail au parcours varié offre des vues incroyables et inoubliables des plus hauts sommets alpins. Vous avez dû vous fader, en tout cas, tu nous raconteras un peu l'issue de la course, mais sur le principe, c'est 360 km, 25 000 mètres de D+, à réaliser en moins de 160 heures. Donc 160 heures, c'est 6 jours et 16 heures. Voilà, je vous laisse apprécier la complexité du sujet. Voilà ce qu'il fallait savoir de la Swisspix. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce stade, Charles, ou si c'est suffisamment représentatif de la course sur le papier, en tout cas. C'est très dur, c'est très long, mais c'est magnifique. Pour résumer tout ce que tu viens de dire, c'était une très belle description du Swisspix, mais voilà. Ça vaut le coup de vivre. Ça vaut le coup. Tu connais le podcast, Charles. C'est le moment de la question qui pique après la description de la course. Donc, c'est une question gentiment piège que je vais te poser. À la seule lecture de la distance et du dénivelé de la Swisspix, on a compris, on est très nombreux à s'être sentis effrayés par cette course. Ma question qui pique va être tout aussi effroyable puisqu'on va parler de Frankenstein. Voilà, parce que Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley, le personnage qui s'appelle Victor, le scientifique qui crée la créature, est originaire de Genève en Suisse. Donc c'est comme ça que j'ai tiré, tu vois, un peu par les cheveux pour m'amener jusqu'à Frankenstein. Okay. Et une partie de l'histoire se déroule dans les Alpes suisses, notamment autour du lac Léman et à Chamonix aussi en France, où Victor rencontre sa création. Donc il y a un petit vrai faux pour toi sur Frankenstein. J'espère que tu es calé en Frankenstein. Je suis pas calé en Frankenstein. Non, on est très peu à être calé en Frankenstein. Mais c'est le moment de se révéler, je pense. C'est le moment de faire confiance à ton mental.
À l'instinct. Première question de ce vrai-faux, qui est assez basique finalement. Est-ce que le monstre s'appelle officiellement Frankenstein dans le roman? Est-ce que c'est vrai ou faux? Je dirais que c'est faux. C'est faux, absolument. Parce qu'en réalité, c'est le nom de son créateur. Je ne t'ai pas dit son nom, je t'ai dit qu'il s'appelait Victor, mais je t'ai délibérément omis de te dire qu'il s'appelait Victor Frankenstein. Donc le monstre, en fait, il n'a pas de nom. Frankenstein, c'est le créateur de la créature. Bravo, ça démarre bien. Ah bah. Franchement. Mary Shelley, donc, qui est l'autrice de Frankenstein, elle avait seulement 18 ans lorsqu'elle a commencé à écrire Frankenstein. Ça, on va dire vrai. Bravo. Tu vois mon écran ou pas, peut-être? Non? Non, je vois pas ton... Non, mais je plaisante. C'est l'instinct belge, on sait rien, mais on sent bien. Franchement, elle avait commencé à 18 ans et elle a fini à 20 ans. Il a été publié quand elle avait 20 ans, ce qui est quand même assez impressionnant quand même. Ouais. Ça en jette quand même. Bon, à 18 Dernière ans, question de ce vrai-faux. T'étais un monstre en soirée, par exemple? Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je faisais à 18 ans, mais j'étais pas en train d'écrire un roman, ça c'est sûr. Dernière question, Charles, c'est pour le hat-trick. La créature de Frankenstein, elle est décrite comme ayant la peau verte dans le roman. On a tous cette image-là de Frankenstein avec la peau verte. Est-ce que c'est vrai, d'après le roman, ou est-ce que c'est une réinterprétation? Je crois que c'est une réinterprétation liée aux productions audiovisuelles qui en ont été faites par la suite. Très, très juste, effectivement. Sa peau est décrite comme jaunâtre dans le roman. Et effectivement, les adaptations cinématographiques se sont amusées. Je pense que c'était visuellement plus efficace de rendre ce personnage vert. Donc, dans notre inconscient, Frankenstein est ouvert. Eh ben, écoute, félicitations. Tu es incontestablement un monstre sacré. Cette question qui pique. C'est Frankenstein. Ouais. Tu as franchi sans difficulté la barrière horreur de cette question qui pique. Je te félicite. Bravo. Charles, ça y est, on se lance, on va parler de ta SwissPix. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça va être en double détente puisque tu as vécu 2 fois cette aventure avec ton frère. Ouais. On a eu l'occasion d'expliquer dans quel contexte ça a été amené à entendre parler de la SwissPix pour la première fois. L'idée, c'était forcément de le faire à deux. Est-ce que la clé d'entrée pour toi, c'est une épreuve que tu aurais pu envisager seul, ou est-ce que c'était le fait, au-delà du défi sportif, le fait de le vivre avec ton frère qui était vraiment l'élément numéro 1 de décision? Bah oui, je pense c'est ça aussi le plaisir dans toutes ces aventures, c'est de les partager. Et donc, je pense pas que tout seul, j'aurais osé me lancer là-dedans. Et parce que ouais, quand on s'inscrit seul, on emporte la responsabilité, alors que quand on s'inscrit à deux, y a une sorte de responsabilité partagée. Et surtout là, comme c'était lui le grand frère, c'était lui qui portait la responsabilité aux yeux de Paulette. Donc c'est lui toute la pression était sur ses épaules. Mais donc non, je pense ce sont de telles aventures que j'aurais pas eu le courage ni la confiance de m'y inscrire seul, ça c'est sûr. Est-ce que tu veux nous parler de ta préparation? Il y a des conditions assez particulières, ça va nous renvoyer un peu à un autre temps à l'époque, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es préparé sur la course et puis à quel point c'était aussi concerté avec ton frère? Est-ce que vous étiez un peu main dans la main dans tout ça, ou chacun gérait un peu son programme de façon isolée? Ouais, donc en gros c'était la période que tout le monde a adoré, qui était le Covid, où on était bloqué chez nous. Mais à la fois c'était une opportunité du coup dans le cadre d'une préparation, parce qu'on avait beaucoup de temps, on était encore aux études, donc les cours étaient organisés différemment, etc., ce qui libérait beaucoup de temps dans le planning. Et donc le pitch, enfin c'était assez clair pour la SwissPix. On s'est inscrit en février, la course était en août, donc on avait quelques mois pour compenser des années d'inexpérience. Mais ça, par contre, à la fois on s'inscrit sur un coup de tête, mais on prend les choses sérieusement et on essaye de se rendre compte au mieux de la difficulté de ce qui va arriver. Et donc on a fait vraiment Tu mesures toi le volume de prépa, ça, quand tu te lances dans ça? Est-ce que tu as une vague idée de ce que ça peut représenter en termes de charge? Ou est-ce que tu as sous-estimé aussi ce que ça voulait dire, se consacrer à un tel projet, sachant que la période était aussi resserrée, tu l'as dit? Ouais, je pense que jusqu'au bout, on se rendait pas du tout compte de ce que c'était. On savait pas ce que ça représentait. En fait, on n'avait jamais fait plus de 20-30 km, donc on savait pas ce que représentait 360. On n'en avait aucune notion. Et je pense, d'une certaine manière, c'est ce qui nous a aidés, c'est de pas tellement s'en rendre compte, parce que ça nous a pas découragés. Et chaque semaine, on faisait des distances de plus en plus longues. Très vite, on a fait 50 km, puis la semaine suivante, on a fait 70 km. Et puis, on a été comme ça crescendo, mais à chaque fois, on se lançait dans une nouvelle distance qu'on connaissait pas. Et donc, quand on connaît pas, on n'a aucune attente, on n'a pas vraiment de frayeur, en tout cas dans notre cas. Et donc, on a pu très vite faire pas mal de volume. Et je crois que ça nous a beaucoup aidé. Un peu, en fait, la méconnaissance d'une certaine manière de ces distances nous a aidé dans la prépa. Et puis, on est foncé tête baissée, mais à la fois, on savait qu'il fallait demander conseil, demander des avis et bien s'entourer, et demander des conseils aux gens qui ont de l'expérience sur ce type de format. Et donc, on a discuté avec énormément de personnes
Et on a pris un peu les best practices de chacune de ces personnes pour essayer de se composer, nous, quelque chose pour survivre à cette Swisspeak 360. Et donc, non, une fois qu'on a été lancé dans la prépa et qu'on s'était inscrit, on a pris ça très à cœur et on a fait ça très sérieusement. Même si après 6 mois de prépa pour un défi comme ça est suffisant, ça c'est la question. Mais on n'a pas fait ça non plus de manière déraisonnée. Il y a toute une partie d'exploration, tu l'as dit, sur la partie physique, c'est la première course. C'est aussi une course qui est particulière du fait de sa durée. En termes de logistique, il y avait beaucoup de choses à apprendre aussi. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qu'il fallait absolument organiser? À quel point ça a pris du temps aussi dans cette phase préparatoire? Vraiment toute la partie plus logistique et comprendre ce dont vous avez eu besoin, le matériel obligatoire, etc. D'essayer d'un peu mieux dimensionner le projet. Je pense qu'on apprend dans le trail, on apprend ce qui nous convient en faisant, en se trompant, en souffrant, en ayant les mauvaises chaussures, en ayant les mauvaises habitudes sur des courses et pour réadapter. Et donc, c'est peut-être justement ces choses-là et cette expérience-là qui nous a manqué sur cette prépa parce qu'on n'avait pas le temps de faire 10 000 courses et 10 000 distances différentes pour pouvoir tester le matériel, ce qui est quand même une condition essentielle sur ce genre de format. Et donc ça, c'est peut-être ce qui nous a manqué, mais on a vraiment pris les habitudes des autres. En fait, on a beaucoup recopié ce que les autres faisaient pour cette course-là. Et ça nous a pas mal réussi au final. Il s'est avéré qu'il y a beaucoup d'habitudes que j'ai gardées ne fût-ce que sur l'alimentation, sur le matériel, etc. Mais donc ça, c'est plus un coup de bol et que tous les astres sont alignés au bon moment. Et donc ça s'est bien mis, mais non, je pense qu'il y a dans le trail, il y a une réelle expérience du matériel à acquérir qui est de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas et avec quoi je me sens confortable sur des longues distances. Qu'est-ce que vous avez prévu là en termes d'alimentation et de sommeil? Vous aviez pu échafauder un scénario un peu idéal sur ce que vous imaginez être un volume logique de sommeil, sur l'alimentation, estimer à peu près justement les besoins? Sommeil, moi je savais juste que je savais tenir longtemps mes nombreuses nuits blanches lors de ma vie étudiante m'ont appris que je savais tenir et je résistais pas mal au manque de sommeil. Et donc ça, on n'avait pas vraiment de stratégie et puis de toute façon c'est le genre de course où on fait une stratégie, on fait un plan de base et puis tout vole en éclats dès le deuxième jour. Et alimentation, c'est un rapport un peu particulier, mais à la fois que moi j'aime beaucoup et ça m'arrange que ce soit comme ça. Mais en fait, on est vraiment parti en disant on va manger normalement, comme si on n'était pas en course, donc des repas normaux, rien de transformé, pas de gel, même pas d'électrolytes, je crois à l'époque, juste de l'eau et de la nourriture solide, normale. Et en fait, ça nous a plutôt bien réussi. Je pense que c'est aussi la particularité de ce genre de course, c'est que c'est sur une semaine. Donc si sur une semaine tu manges que des gels, tu tiens pas longtemps. Et donc non, de la raclette, la croziflette, de la fondue et ça. Aller chercher de réconfort non, aussi. Je pense qu'il y a tout un aspect aussi mental, comfort food, qui est important sur ce genre de distance et des fruits secs. Je m'étais dit toutes les 30 minutes, je mange une grande poignée de fruits secs et j'ai fait ça pendant une semaine et ça m'a bien réussi. Donc voilà, ça a toujours été notre ligne de conduite niveau alimentation et ça nous a toujours bien réussi et on n'a jamais vraiment eu de problème de digestion, ce qui est quand même une des grandes causes d'abandon sur des longs formats. À l'issue de la prépa, il y a 2 états de forme qui sont différents, c'est assez contrasté finalement parce que ton frère a connu une déconvenue. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état et disposition toi tu es et la même chose pour Pierre? Donc on a fait une prépa qui était plutôt similaire et puis de manière générale Pierre est vraiment plus fort et plus fit et plus taillé pour le sport que moi. Mais donc on est arrivé très en forme jusqu'à 2 semaines du Swisspeaks avec cette prépa rigoureuse et puis lui a eu une péritonite, donc une complication d'une appendicite, ce qui a fait que les 2 dernières semaines de prépa il les a passées à l'hôpital, il a perdu 10 kilos. Donc comme préparation de course on a connu mieux. C'est nickel. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que toi, tu as un Swisspeak de forme. Non, et moi j'ai... il est bien. C'est vrai que c'était un bon état. Ça se glisse comme ça. C'est une belle expression, Swisspeak de forme, pour décrire moi, l'état dans lequel j'étais. J'ai eu la chance non, mais j'ai eu le Covid. En fait, c'est vrai, on n'a vraiment pas eu de bol tous les deux. Lui a fait une péritonite. Moi, j'ai eu le Covid 2 semaines avant la course, mais sans symptômes. Et donc, ce qui a fait que j'étais juste isolé du monde et j'avais 2 choses à faire, c'était continuer ma prépa et dormir. Et donc je suis arrivé
dans une forme olympique, dans une suspic de forme, on va réutiliser l'expression, on va en user, en abuser. Et donc il y avait vraiment un décalage entre nous deux, ce qui nous a très fort attristés tous les deux parce qu'on avait construit toute cette prépa ensemble, cet objectif ensemble. Et donc, mais lui, alors qu'il était dans un état assez lamentable de forme, mais même de santé, a quand même voulu prendre le départ. Et donc voilà, on était à deux dans un décalage de forme, mais quand même à deux sur la ligne de départ, ce qui nous tenait à cœur. À quel point c'est possible d'avoir des certitudes compte tenu de ce contexte? Enfin, par nature, c'est déjà compliqué d'en avoir sur ce type de course, mais est-ce que toi, tu as l'intime conviction, vous pouvez le faire, que vous allez le faire? Comment est-ce que tu ressens ce qui vous attend? C'est très particulier parce qu'à la fois, je me sentais dans la forme d'une vie et à la fois, je me disais, je n'en sais rien du tout ce que vaut ma forme par rapport au défi qui nous attend. C'était l'inconnu vraiment total. Et donc, c'est un sentiment mitigé. Et à la fois, comme je me sens en forme, mais je suis assez confiant. Et à la fois, j'ai vite été plus confiant après 50 km. Je me suis dit, c'est quand même dur en fait. Et les montagnes suisses sont quand même différentes des montagnes belges. Heureusement, il reste que 310 km. Mais heureusement, il reste que 310 km. Mais donc, non, c'est un peu cette insouciance qui a caractérisé tout ce projet. C'est l'insouciance qui frôle avec l'inconscience, mais je pense que c'est toujours juste de l'insouciance, un peu de naïveté. Et voilà. Et après, très vite, après les premiers kilomètres, on s'est rendu compte de manière un peu plus concrète ce qui nous attendait. On est le jour du départ, là, le 29 août 2021. C'est quoi, toi, ta principale appréhension? On parle de une espèce de forme de légèreté par rapport à ce qui vous attend et d'insouciance. Est-ce qu'il y a malgré tout, s'il y avait un truc qui t'effraie ou que tu questionnes un peu plus, ce serait quoi? Je suis très excité et on est tous les deux très excités par rapport à l'aventure qui nous attend, la course qui nous attend, et on avait déjà fait beaucoup de cours, de sorties de nuit en off, etc., des grandes randonnées à deux. Et donc ça me faisait pas peur. En fait, je pense que la principale chose qui me faisait peur, et de nouveau, on en revient un peu à l'aspect réseaux sociaux et tout, c'est le côté de décevoir parce que fatalement, on avait communiqué sur cette course, on avait annoncé, on se lance sur ce défi. Beaucoup de gens nous ont dit que c'était une mauvaise idée ou en tout cas que c'était pas prudent, un peu déraisonnable, etc. Et donc, il y avait une certaine forme de pression de dire, maintenant, il faut prester. Donc, une fois qu'on a annoncé, derrière, il faut assumer. Assumer, c'est ça, il faut délivrer. Et c'est pas du tout une volonté pour montrer aux gens qui nous ont dit qu'il fallait pas le faire, de dire, regardez, on a bien fait de le faire parce qu'on a réussi. Pas du tout, parce que les gens qui nous ont conseillé de pas le faire ont raison et avaient raison. Mais c'est plus, cette pression, enfin, pas une pression, mais de se dire, j'ai envie de me prouver à moi-même que je sais le faire, et puis derrière, j'ai envie de prouver aussi aux autres que c'est possible de le faire. Ça a été quoi ta première surprise, toi, sur la course? Là, elle est lancée, ça fait quelques kilomètres déjà que vous êtes sur les sentiers. Est-ce que tu as le souvenir du premier moment où tu dis, OK, ça, je ne l'avais pas vu comme ça, et ça va être plus compliqué que ce que j'imagine? Je pense, déjà, donc en fait, très vite, après 60 km, 70 km, mon frère a abandonné. Parce qu'il est rattrapé par sa péritonite, ce qui était complètement logique, et je ne sais même pas comment il a réussi à faire ses 60 premiers kilomètres. Et donc là, très vite, j'étais dans une adrénaline de OK, je vais aller au bout pour nous deux. Et je crois que la vraie première mur un peu qu'on se prend, c'est la deuxième nuit. Donc la première nuit, on l'enchaîne dans l'adrénaline du départ, on dort pas, etc. Et puis c'est vraiment dans la deuxième nuit, quand il y a les premiers choix tactiques qui commencent à se poser, de est-ce que je dors pas. Et là, on se prend vraiment le mur de la fatigue, le mur du corps qui dit merde. Et il faudrait regarder les statistiques, mais j'en discutais avec quelqu'un pendant la course qui disait le gros taux d'abandon, c'est très vite, c'est dans les premières 48 heures. Et puis après, le milieu de la course, en fait, il n'y a plus tellement d'abandon parce il y a une espèce de barrière qui se passe après 48 heures où le corps comprend pas ce qui lui arrive, donne tous les signaux d'alerte, et puis après, il se met dans une forme de autoprotection où là, on arrive à passer à travers la fatigue, à travers les douleurs. Et voilà, mais donc il y a vraiment cette transition d'état de forme après 48 heures qui est assez violente et qui, au final, quand on n'a jamais fait ça, on ne connaît pas ces sensations-là. Quand ton frère te dit qu'il doit renoncer, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu es plus revanchard, tu as envie de finir pour vous deux? Est-ce que c'est ça qui t'anime? Est-ce qu'il y a le poids aussi de la déception par rapport à ce que vous aviez projeté de l'aventure? À quel point
tu vas piocher dans l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu ressens de manière dominante? Ben ça, je pense très vite, j'étais dans un état, ce qu'on appelle man on a mission. Donc c'était, je suis rentré dans un espèce de tunnel. Je me sentais porté d'une mission pour nous deux et j'avais envie d'y arriver pour nous deux. Et au final, mon frère est passé en mode assistance. Et ça, je sais que pour lui, ça a été très difficile parce que c'est très frustrant de vivre la course un peu à côté, mais d'un autre côté, sans lui, j'y serais jamais arrivé. Donc, d'une certaine manière, on l'a fait à deux, cette course, cette première édition. Et donc voilà, mais j'ai envie de le réussir pour nous deux et j'avais envie de... C'était un projet commun et c'est resté un projet commun jusqu'au bout. Et que ce soit lui qui passe la ligne d'arrivée, moi qui passe la ligne d'arrivée, qu'on la passe à deux, ça change rien. C'était un projet commun. Il fallait mener ce projet à terme. Donc c'était effet tunnel jusqu'à la ligne d'arrivée. Je veux bien que tu me racontes la suite de ta course. Il y a un moment clé sur lequel on va s'appesantir un petit peu après, si tu veux bien. Mais ça va être plusieurs centaines de kilomètres. Mais est-ce que tu peux nous emmener avec toi jusqu'au kilomètre 290, 300? Comment se passent les jours et les nuits qui suivent en solitaire? Comment est-ce que tu vis ces moments-là? Dans quel état physique tu es? Est-ce que, en termes de sommeil, d'alimentation, t'encaisses bien la chose ou est-ce que tu es en grande difficulté? Ben, c'est vraiment les 48 premières heures, donc c'est vraiment le choc, le corps qui comprend pas ce qui lui arrive, et puis on rentre dans une espèce d'état de transe un petit peu, mi-zombie, mi-robot, où on réfléchit plus trop, mais il y a quand même effectivement des montagnes russes d'émotions et d'états de forme. Mais la chose que j'ai appris, c'est que après un down, il y a toujours un up. Donc, quand ça va pas bien, il faut juste passer à travers, mordre sur sa chic. Et il y a un moment où ça va mieux. Et parfois, ça tient juste qu'à 10 minutes de sieste, manger un bon repas, même une discussion avec quelqu'un qui permet d'un peu oublier sa souffrance. Et donc, en fait, ça a été assez, à la fois en up and down, en dents de scie, mais de manière assez raisonnable. Et donc, c'était très, très constant. Voilà, j'avais des kilomètres à faire, je mettais un pied devant l'autre et je voyais j'avais quelques hallucinations au passage et puis voilà. Mais ça a été en fait du kilomètre 70, 80 jusqu'au kilomètre 300, c'était assez l'état de forme, mais c'est assez constant. Si on cherchait ton cerveau, il était resté au kilomètre 70. Ah oui, non, là, il était resté à Bruxelles même. Charles, il s'est passé un moment très fort pour toi, donc à 60 km de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, donc kilomètre 300, je ne sais plus exactement le kilométrage, mais c'était au col de Salanf ou col de Suzanne, je ne sais plus. Là, je regardais très peu mon téléphone et le téléphone dans une course, j'essaie d'éviter au maximum parce que c'est une source de distraction. Et aussi, on s'arrête au ravito, on regarde son téléphone 2 secondes et il y a 20 minutes qui sont passées, alors que les minutes sont précieuses, les minutes de pause. et là, je sais pas pourquoi j'ai voulu écouter de la musique, j'ai pris la musique, j'ai mis la musique dans mes oreilles, c'était la musique Dernier des Mohicans qui vient du film. Et j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu tous les messages de soutien de ma famille, de mes amis sur Instagram, sur les groupes WhatsApp qui s'étaient mobilisés. Mes potes avaient créé un groupe WhatsApp où ils essayaient d'avoir un maximum de vidéos d'encouragement de stars ou de personnes connues en Belgique, et donc il y avait une espèce de crescendo, et donc j'avais des vidéos de Eddy Merckx. La vidéo du roi a dû te faire plaisir. Ouais. Eddy Merckx quand même. On l'attend toujours. Ouais, non, il y a eu vraiment des bonnes surprises. Donc j'ai vu tout cet engouement, et puis au kilomètre 300, c'est là aussi où je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que j'allais y arriver. Et donc là, j'ai eu une bouffée d'émotion et j'étais au sommet d'un col, tout seul. Je me suis assis avec cette musique dans les oreilles. Je me suis assis sur un rocher et je me suis effondré en pleurs. Et donc, ouais, je pleurais tout seul au milieu de la montagne. Mais à la fois, j'étais pas tout seul parce qu'il y avait tous ces gens autour de moi qui me portaient. Et c'est vraiment là où je l'ai senti. Et c'est là où je suis sorti un peu de cet état de transe et cet effet tunnel. Et où je me suis rendu compte de ce qui se passait et de l'aventure extraordinaire que j'étais en train de vivre. Et donc là, je me suis assis, je me suis effondré. Et puis, j'ai séché mes larmes parce qu'il me restait encore quand même 60 km. Donc, il fallait pas pleurer trop longtemps. Il fallait s'occuper encore. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment là la prise de conscience en fait, il y a moyen que j'y arrive et il y a moyen que j'aille au bout de cette course, quoi. Ce qui veut dire que quand tu as franchi la ligne d'arrivée, donc c'était après 149 heures, tu étais beaucoup plus dans la retenue. En fait, tu as eu une approche finalement assez rationnelle. Est-ce que tu parlais autour de ce côté un peu robotique et de mission? C'est plutôt ça que tu as ressenti au moment précis de franchir la ligne? Ouais, vraiment. Il y a eu plus d'émotions à ce moment-là où j'étais assis tout seul et je me suis rendu compte que j'allais y arriver. L'émotion de l'arrivée, en fait, elle était à ce moment-là. Et puis, c'était très chouette de passer la ligne d'arrivée. C'était trop cool et je retrouvais toute ma famille. Et donc, il y avait beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que dans le ressenti,
Mon arrivée, elle était 60 km avant. Mais après, il y avait juste le sentiment d'accomplissement avec mon frère. J'ai passé la ligne d'arrivée avec mon beau-frère qui faisait le 40 km, qui m'a paissé sur les 25 derniers kilomètres. Avec mon Pierre, justement, qui a passé la ligne d'arrivée avec moi. Et donc, il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que c'était un sentiment plus particulier, de mission accomplie, la case est cochée. L'émotion personnelle et individuelle, je l'avais plus su avant dans la course. Men on a mission accomplie. Ouais, Men on a mission accomplie. Ouais, une bière et puis au lit et voilà. Très factuel, très très factuel. On est là pour être pragmatique. Charles, qu'est-ce que tu as ressenti là où on te posait un regard sur cette SwissPix qui était donc très exploratoire pour toi? Est-ce que c'était fidèle à ce que tu pouvais imaginer? Est-ce que c'était bien plus difficile encore que l'idée que tu t'en faisais? Ouais, c'était très difficile et c'était très long et c'était très dur, comme je l'ai dit. Ce qui m'a le plus étonné, c'est les capacités du corps et les ressources qu'on a. Et je pensais pas avoir ces ressources-là et je pensais pas que le corps humain était capable d'avoir ces ressources-là et son corps, on peut y aller avant d'en atteindre la limite. Évidemment, il faut rester raisonnable, mais je pense que c'était ça, moi, le principal enseignement que j'en ai tiré. Je crois que sur la semaine, j'ai dormi 6h30, 7h. J'essayais de dormir 45 minutes, 1 heure par nuit, ce qui est pas énorme. Mais pourtant, vraiment, je me sentais en forme. Il y a des moments au jour 5, je suis en forme, mais je me sens en forme et je continue à avancer. J'ai un bon rythme, j'ai fini en courant. Et donc non, c'est un peu ça l'enseignement en général. C'est avec tous les leçons positives et négatives que ça a eu, parce qu'après, en fait, j'ai vraiment un des effets secondaires, je veux dire, de cette course, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin de du tout beaucoup dormir. Et donc, même d'un point de vue professionnel, j'ai beaucoup trop tiré la corde parce que je travaillais la nuit en me disant, mais en fait, là, moi, pendant une semaine, j'ai dormi 1 heure par nuit et j'allais très bien. Donc, il y a eu un peu des effets négatifs, mais de manière générale, non, c'est impressionné parce que le corps humain, de manière générale, peut accomplir et les limites du corps humain. L'image que tu retiendrais de ta première participation à cette SwissPix? C'est dur à dire, de cette SwissPix. Ouais, je sais toujours pas si on dit la SwissPix ou le SwissPix. Il faudra demander, à l'organisation, mais c'est un débat. Est-ce qu'on dit un ou une Pix? C'est une bonne question, oui. Ça faudra demander. On va pas le genrer en tout cas, mais donc c'est une image que tu retiens en particulier de cette première participation? Il n'y a pas d'image en particulier, mais je pense que les moments que j'ai adorés, c'était les moments ravito avec mon frère, ma mère et ma sœur, qui étaient vraiment l'équipe de soutien et qui accompagne, qui m'a accompagné sur tous les ravitaux, et ma sœur qui est infirmière, qui soignait mes cloches parce que mes pieds étaient évidemment déglingués. Et donc, j'étais hyper touché et reconnaissant de dire, ils sont là pour moi, à s'occuper de moi, de mon moral, de mon physique. Enfin, c'était assez incroyable. Et le trail est un grand sport d'égoïste. Et donc, j'étais très chanceux et hyper reconnaissant justement d'avoir cette équipe de soutien sans qui je ne serais pas arrivé, quoi. Est-ce que tu as tout de suite eu envie, et c'est une idée que vous avez formulée, un projet que vous avez formulé avec ton frère tout de suite, d'y retourner, en fait, de se dire qu'il y avait encore un chapitre à écrire ensemble sur cette SwissPix? Je pense. J'ai redit là, t'as vu? Il y avait... Ouais, on va s'y faire, je vais m'y faire. Moi, j'ai plutôt tendance à dire mais on peut dire là. Mais je pense, il y avait un sentiment partagé à la fois, j'étais comme, j'avais mon compte, et à la fois, il y avait cette aventure à deux un peu inachevée. Et puis mon frère qui avait quand même un esprit de revanche parce que lui aussi était super en forme. Et malheureusement, le hasard, le hasard, sa santé a fait qu'il n'a pas pu prendre le départ, en tout cas qu'il n'a pas pu aller au bout. Et donc lui avait un esprit de revanche par rapport à la SwissPix. Moi, j'avais une envie d'aller au bout à deux. Et donc ouais, non, on sentait que le chapitre n'était pas clos et qu'il y avait encore quelque chose à faire sur la SwissPix. On va parler de votre deuxième tentative sur la SwissPix, donc l'année suivante. Je voudrais juste qu'on évoque quand même un cheminement ensuite qui a eu lieu et qui a pris quand même pas mal de place dans ta vie, qui a été la question du rebond, en fait. C'est-à-dire que ce défi, il était surdimensionné. Pour une première, c'est un défi en soi, mais en plus, il se trouve que c'était ta première. Il y a eu un sujet de quête de sens ensuite, d'objectif, de réussir comment réenchanter un peu les courses d'après et retrouver de la saveur dans ce que tu pouvais entreprendre une fois que tu avais posé en fait un premier jalon et fini finalement une course de cette envergure. C'est quelque chose qui t'a suivi longtemps? Ouais, vraiment, ça c'est quelque chose pour lequel on nous avait prévenu, on nous avait mis en garde, qu'on n'avait pas écouté. Je pense il y a eu aussi des gens qui avaient de l'expérience dans ce type de format et qui disaient c'est pas impossible d'arriver au bout et vous pouvez arriver au bout.
Mais il y a quelque chose d'agréable et de chouette dans le trail, c'est d'y aller progressivement et pas spécialement parce que ça va permettre à terme d'atteindre des longues distances, parce que là, on a prouvé que on peut commencer par une très longue distance et y arriver. Mais je pense dans le plaisir et dans la manière de se rendre compte des distances et d'apprécier les distances au final, que là, on a été direct au plus fort, enfin, ou en tout cas au très long. Et du coup, pendant franchement 2 ans après, j'avais perdu le plaisir des autres distances et j'avais perdu même le plaisir d'un peu des défis physiques et j'avais perdu la notion de distance et je me disais, ah non, à 60 km, c'est trop court, c'est nul, je vais pas m'amuser. Donc, avec ça, mon niveau descendait et donc j'étais même plus capable de faire un 60. Et donc, non, il y a eu un peu une perte de sens. Et ça m'a rappelé à ce que les gens disaient ou certaines personnes nous ont dit avant le Swiss-Peak il faut y aller progressivement, pas pour devenir de meilleur en meilleur, mais juste pour apprécier chaque distance. Et on peut prendre du plaisir sur un 30, puis on prend du plaisir sur un 40, puis sur un 50. Et chaque distance a ses plaisirs et c'est bête de s'en passer. Et donc, ça, c'est peut-être le plus grand enseignement que j'ai tiré de cette expérience, plutôt négatif du coup, mais voilà, quand les gens nous disent quelque chose, c'est certainement pour une raison, surtout les personnes qui ont de l'expérience. Donc ça a gardé dans un coin de la tête. Charles, on va parler de votre deuxième participation avec ton frère. Donc, ça a été une approche qui a été différente sur plusieurs aspects. Il y avait un volet collectif qui était encore plus prononcé que la première fois. C'était vraiment un projet de copains aussi, sur différentes distances. Et puis, il y avait un engagement qui était au cœur de votre projet, un engagement associatif. Est-ce que tu pourrais juste nous parler de ce qu'il y avait comme différence dans votre façon d'aborder cette nouvelle édition? Mais donc, sur la deuxième participation, on s'est réinscrit avec mon frère avec cet esprit de revanche et moi avec cette envie de terminer ce projet à deux. Et les hasards de la vie et des copains, etc., ont fait que cette deuxième édition, on a embarqué quelques copains avec nous et donc on est parti avec une bonne petite bande de Belges qu'on s'est renommé les Mannequin Peaks, en référence à Mannequin Peaks, tout le monde apprécie un jeu de mots, bien sûr. Grande icône de notre noble pays. Et donc on est parti avec toute cette bande de potes. Et puis nous, entre-temps, donc ma sœur qui était la chef ravito de notre équipe, malheureusement, il y a eu des complications avec notre nièce, donc sa fille qui venait de naître, qui a été hospitalisée dès la naissance à l'hôpital. Et donc, ce qui a remis un peu en question notre participation, parce que ça n'avait pas vraiment de sens d'aller là-bas dans les montagnes pendant que notre famille était ici à Bruxelles et il y avait besoin de toute la famille et du soutien familial autour de ma sœur. Et puis après, comme ça allait un peu mieux, le sens, on a voulu donner un sens à notre course et donc on a organisé une cagnotte pour la fondation de l'hôpital où était hospitalisée ma nièce. Et cette cagnotte a été dédiée justement aux soins intensifs pédiatriques où ils ont pu acheter du nouveau matériel avec je crois que c'était 20 ou 25 000 euros qu'on avait récolté. Et donc voilà, la première année on avait fait une cagnotte aussi pour une association, mais là on voulait vraiment donner un sens et si on allait juste pour nous le plaisir d'être dans les montagnes et de faire une petite course, comme je disais, égoïste, il y a une certaine part d'égoïsme dans le trail, ça n'avait aucun sens et ça n'aurait pas eu de saveur. Et donc là, il y avait une mission en plus et un supplément d'âme à cette course, et en plus de partager ça avec tous nos amis du coup qui étaient aussi très investis dans l'alimentation de cette cagnotte et dans la diffusion de cette cagnotte, ça nous touchait beaucoup et ça donnait toute une nouvelle dimension à ce projet du Swiss-Peak. Et puis après là-bas, on s'est bien marré. On était, je pense, une dizaine sur différentes distances. Et donc c'était à nouveau une grande aventure de nature différente, mais une grande aventure. Il y a un paramètre qui a changé, c'est l'état de forme, qui était le tien et celui de ton frère là, sur cette deuxième participation. Est-ce que tu peux nous raconter ton début de course? Est-ce que très vite, tu as des signaux qui sont assez préoccupants sur la façon dont elle peut se passer? Ouais, là c'est l'inverse, on a inversé les curseurs. Mon frère est en super forme, mais moi je suis moins fit avec une prépa moins rigoureuse. Je pense qu'il y avait aussi... Rien à voir avec la péritonite, mais t'es juste moins bien. Juste moins bien, juste ouais. Juste un peu gras. Et non, et donc je pense qu'il y avait une excitation par rapport à la distance que j'avais perdue parce que je savais ce qui m'attendait et justement il n'y avait plus cette insouciance de la première édition. Et donc très vite j'ai été dans une espèce de spirale négative où je savais ce qui arrivait derrière le col suivant et je savais, je me reprojetais à quel point j'avais souffert et ce que j'avais enduré l'année d'avant. Et donc mon frère avait cet esprit de revanche et cette envie d'arriver au bout et moi j'étais très vite dans cette spirale négative et donc
Donc, j'ai commencé à le ralentir, puis j'ai commencé à avoir mal à la hanche. L'année d'avant, j'avais mal au genou et pourtant, je suis passé à travers. Cette année-là, j'ai commencé à avoir mal à la hanche, mais ça me pesait sur mon moral, etc. Et donc, au kilomètre 160, j'ai senti qu'il y avait vraiment un trop grand décalage avec mon frère. Et donc, moi, j'ai décidé d'abandonner. Avec sérénité, ça, c'est une décision qui est apaisée? Ah oui, non. Franchement, ça, c'est pas de regret. Enfin, un regret par rapport au fait que j'aurais voulu aller au bout avec mon frère, mais non, c'était la nuit, je savais dans quel hôtel était ma copine et la copine de mon frère. J'étais toqué à la porte, j'ai dit j'arrête, j'en ai ras-le-bol. Et c'était aussi simple que ça, pas de regret. Et voilà, et très vite, j'ai switché comme mon frère l'année d'avant, en mode ok, maintenant accompagnement ravito et on porte mon frère jusqu'au bout pour le rendre un peu l'appareil de l'année d'avant. Et puis après, il y avait aussi tous les autres potes qui se lançaient sur les autres distances. On continuait la cagnotte sur les réseaux sociaux, donc j'ai pu alimenter tout ce côté-là aussi. Donc c'était de nouveau une autre manière de partager l'aventure et de vivre cette course, mais pour laquelle j'ai aucun regret. C'était génial et ça reste un grand souvenir aussi. Et donc l'inversion a eu lieu jusqu'au bout, puisque là c'est ton frère qui a réussi à finir. Il a eu cette réussite-là. Dans la souffrance aussi. Mais je l'ai battu de 2 heures et j'adore le répéter. Il a mis 149. J'ai mis 149 heures, il a mis 151 heures. Donc on a bien compris que tu faisais ça pour ça. Ouais, tous les deux flirter avec la barrière horaire, c'est une grande spécialité aussi. Mais non. Et ça va vous obliger à le refaire en fait, cette espèce de petit jeu-là. Ça va nous obliger à le refaire à 2, ouais. Et là maintenant qu'ils ont sorti le format 700, je suis très inquiet pour notre futur. Mais non, ce chapitre n'est pas encore terminé avec le Swiss-Peak. Pour le moment, il est en pause. Enfin, mon frère s'était lancé sur le format 660 de l'année passée. Il a abandonné au kilomètre 450. Mais donc voilà, donc tous les deux, il y a encore quelque chose à faire sur la Swiss-Peaks. Et donc ça, on le verra. Alors, on n'est pas pressé. Cette fois-ci, pour le coup, on va prendre notre temps et essayer de faire ça progressivement. On sera là pour la suivre, en tout cas. Charles, je voulais qu'on se parle donc de 2025. Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais globalement, il n'y a pas vraiment de ligne qui soit encore posée. Est-ce que tu as quand même des idées, des envies, des projets qui sont en cours d'échafaudage? Niveau trail, c'est vraiment plus que de DAC, comme on dit en flamand en Belgique, où on parle flamand aussi. Donc, c'est-à-dire, je vois au jour le jour, et quand je vois un trail le week-end qui me tente bien, je m'y inscris. Donc, j'ai pas tellement d'objectifs en tête. J'aimerais bien refaire une grande aventure comme le Swiss-Peak. Mais ça, mon frère m'a pas encore envoyé de message WhatsApp, donc j'attends de ses nouvelles. Je commence à m'inquiéter. Et donc non, je pense des défis en off. Là, mon frère est en train de me tenter sur le Legends Trail qui a lieu en Belgique. C'est le trail le plus long en Belgique, qui est de 250 km, qui a lieu fin février. Il essaie encore de me convaincre. Je me suis pas encore laissé embarquer. Mais fin février, c'est une bonne période en plus, c'est nickel. Ouais, c'est la plus belle période en Belgique, c'est magnifique pour courir. Mais voilà, mais c'est vrai que l'intitulé le trail le plus long de Belgique me titille un petit peu. Donc non, je pense que ça va tomber un peu comme ça. Et puis je prends beaucoup de plaisir aussi en vélo. Et donc en vélo, je pense qu'il y a pas mal de courses qui vont se mettre aussi, mais de nouveau de manière très spontanée. Et voilà, donc là je me repose encore de l'UTMB. Ouais, je me repose. Malheureusement, j'ai pas d'exclusivité à partager. Et j'aimerais bien justement. En fait, ce que j'aime bien là maintenant, c'est trouver un trail, même pas connu, peu importe, et puis le partager sur les réseaux pour faire découvrir des régions, des organisations de trail, et essayer de trouver les petites particularités d'un trail ou l'autre. Et donc, c'est là-dedans que je prends beaucoup de plaisir, et ça, peu importe la distance, que ce soit 15 km, 70 km. Et donc, là, le dernier en date, on a fait un truc le 29 décembre avec ma copine et mon frère, mon autre grand frère, de 70 km. Et je prends beaucoup de plaisir à découvrir des coins de la Belgique que je connais pas encore et partager des trails qui sont parfois méconnus. Si on va dans le registre professionnel, est-ce qu'il y a des projets de production aussi, là, des documentaires, des choses qui sont en cours? Oui, là, on travaille sur un gros documentaire. Comme j'expliquais, donc, on a suivi le combat contre le cancer de mon ami Gilles Van Der Speck sur les 2 dernières années. Malheureusement, il nous a quittés fin septembre, après presque 4 ans de combat contre son cancer du pancréas. Et donc, ça a commencé avec un café où il voulait discuter de faire une capsule Instagram pour partager un défi qu'il avait d'aller faire la Silk Road Mountain Race, qui est une course d'ultra-endurance en vélo au Kyrgyzstan. Et puis, ce café a dérapé et au final, on a fait 2 ans d'aventure sur la selle
ensemble, qu'on a filmé. Et maintenant, l'envie, la mission, c'est de raconter cette tranche-là de sa vie et sa philosophie extraordinaire. Il avait une philosophie qu'il appelait le profitivisme, profiter de la vie et rester positif. Et donc voilà, ça, en héritage, en hommage, j'ai envie de répandre sa philosophie au plus grand nombre. Il l'a déjà bien fait en Belgique, mais il y a la France, on va aller profitiviser la France. Et non, parce que c'est fantastique. C'était un gars extraordinaire, avec un charisme et une positivité extraordinaire. Je suis très reconnaissant de l'avoir rencontré, d'avoir pu vivre 2 ans à ses côtés. Et voilà, il avait une philosophie de vie qui doit être partagée et qui mérite d'être vécue. Te voilà investi d'une nouvelle mission. Ouais, Man on a Mission, c'est comme ça que ça fonctionne. Charles, j'ai une dernière question pour toi. C'est le moment de conclure le podcast. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est chère et qui résonne particulièrement en toi, que tu as envie de partager avec nous? Justement, alors c'est l'enchaînement est parfait. Justement avec Gilles et sa devise qui était, c'est pas parce que la vie nous donne un cactus qu'il faut s'asseoir dessus. Et donc j'adore cette devise parce que je pense que son message, lui, son adversité dans la vie, c'était son cancer. Mais ce qu'il voulait enseigner aux gens et ce qu'il voulait transmettre, c'était que peu importe l'adversité auquel on faisait face, tant qu'on avait une attitude positive, c'était possible de la surmonter et de mieux vivre sa vie. Et ça, je pense que ce message-là, il s'adresse à tout le monde. Lui, dans son cas, c'était faire face à son cancer. Il y a des gens pour qui c'est d'autres épreuves, des soucis familiaux ou même des petits tracas du quotidien. Je pense que tant qu'on garde le sourire et qu'on essaie de rester dans cette attitude et cette démarche positive, la vie peut que nous sourire. Merci beaucoup, Charles. C'est une très belle façon de conclure cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette course épique complètement dingue et cette double expérience sur la SwissPix avec ton frère. On a hâte de suivre la suite de tes et de vos aventures. On sait qu'il y en aura beaucoup et qu'on va être bien servi. Je te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Et puis, je te remercie à nouveau de ce moment hyper privilégié avec toi. C'était une belle découverte. Je te suis depuis longtemps. J'étais très heureux de te rencontrer au mois de décembre. Et voilà, c'est une belle continuité qui, j'espère, appellera plein d'autres moments partagés. Merci beaucoup à toi. Je suis très honoré d'avoir pu passer dans ton podcast que j'écoutais en tant que fan. Et maintenant, me voilà aujourd'hui dedans. Donc, je suis vraiment très reconnaissant et très honoré de passer dedans et de pouvoir partager un petit bout de ma philosophie du sport en espérant que ça fasse écho chez certaines personnes. Et puis voilà, mettons nos baskets et allons vivre de grandes aventures. Allons-y, on prévoit rien et on se lance. Merci pour tes mots, en tout cas, ça me touche beaucoup, c'est très gentil. Et à très vite, on se dit ça? Ouais, à très bientôt sur les marches de Montmartre ou ailleurs. Exactement, ouais, je peux venir à Liège aussi, Everester avec vous. C'est ça, c'est Liège, hein, c'est ça le projet? Liège, les escaliers de Buren. Ouais. C'est un site fantastique, il y a une brasserie un peu comme l'Irish Pub à Montmartre. Le Corcoran, là, il y a la brasserie Curtus, donc il y a de quoi faire aussi en Belgique. Ça fait peser dans la balance aussi. Salut Charles, prends soin de toi. Salut Guillaume, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.